Voilà, bonjour. Donc je vais vous parler des fermetures de CIV iatrogéniques après TAVI. Euh, donc idéalement, on aurait voulu vous parler des fermetures des fuites paravalvulaires sur TAVI, mais nous, on n'a pas eu des cas dans notre centre. Il y a eu juste un cas qui a été, je pense, opéré. Mais bon, enfin, j'avais fait une petite recherche sur la littérature. Il n'y a pas énormément d'évidence scientifique. Il y a une série de 5 cas qui a été publiée l'année dernière, Sick Catheterization, tous traités avec des AVP 4 mm, 4 qui vont bien, 1 qui va un peu moins bien, 3 cas au total sur des sapiens. Voilà, donc je présente là très vite 2 cas de fermeture de fuite. De fermeture de CIV sur des TAVI. Le premier cas, c'est un patient de 87 ans, hypertendu, dyslipidémique, antécédents d'intérêt, une ACFA, une créatinine un peu élevée, une IMC correcte, et donc un patient qui avait un RAC serré symptomatique, qui était dyspnéique. Le gradient optique moyen était à 55, une surface optique à 0,5 cm². À la choro, il y avait des lésions bitronculaires qui ont été traitées par stent nu et bilan biologique plutôt correct. Ça, ce sont des images du scanner d'haute résolution. Donc on voit là qu'il y a un anneau aortique très calcifié. Avec les mesures du triangle aortique, on avait décidé de mettre un Sapien 3 de 26 mm. Il y avait aussi à noter une sténose non significative de la carotide interne gauche, des scores de risque chirurgical élevés. Donc ici, vous savez, le largage de la prothèse, paroi transcarotide droite, et la fuite paravalvulaire qu'on avait cotée à 2 sur 4. Donc on avait décidé d'aller post-dilater avec un ballon cristal de 28 mm tout de suite, avec une amélioration de la fuite paravalvulaire. L'évolution clinique, le patient a fait un BAV complet, il a eu un pacemaker permanent, et à l'ETT des contrôles, avant de sa sortie de l'hôpital, il y avait un bon fonctionnement de la TAVI, une FVG correcte. Mais au contrôle écho à 3 mois, on trouve une CIV périmembraneuse avec une dilatation DVD et des PAP systoliques au plafond. Le patient, il était dyspnéique, mais on a 87 ans, c'est toujours difficile à évaluer. On avait décidé quand même d'aller essayer une fermeture percutanée. Donc voilà la procédure. On avait fait un abord transfémoral droit, initialement en 5F. On avait franchi la CIV avec un quitterumo sur une sonde multipurpose, changé les guides par un standard. Sur ça, on avait avancé un désillélon 6F dans le ventricule droit. Et si vous voyez la progression, c'est un dispositif en plate de CIV membraneuse de 10 mm. Vous voyez le largage. Et à l'injection des contrôles qui montre toujours un shunt gauche-droit, mais très résiduel. À l'état des contrôles à des mois, il n'y avait pas de shunt, une PAP qui avait descendu et la prothèse qui fonctionnait, la taille qui fonctionnait toujours bien. Le deuxième cas, c'est une dame de 89 ans, hypertendue, opérée d'INIM sévère avec une plastie, une annuloplastie en 2004, un pacemaker aussi, un ACFA permanente. Un RAC serré symptomatique chez laquelle on avait décidé de mettre une valve Sapien XT 26 par voie fémorale. C'était en 2010. Tout s'était bien passé, je n'ai pas réussi à récupérer les images. Mais bon, début 2012, la patiente présente à nouveau une dyspnée évoluant en YHA3, voire 4. Et à l'EDT, il y avait une CIV périmembraneuse également, avec une dilatation très importante de l'OD, une HTAP très sévère et une IT aussi importante. Dans ces cas-là, on avait confirmé au scan et on avait fait un cathétérisme cardiaque, une angiographie gauche et droite, qui avait montré une HTAP très importante, une moyenne à 54, des PCP aussi élevés, un shunt gauche-droit important avec un QP-QS à 1,9. Et à l'injection à travers de la CIV, on avait calculé un diamètre à 5,4 mm.
On avait essayé de fermer aussi cette CIV chez cette patiente qui était très symptomatique. À l'injection initiale, dans ces cas-là, on avait fait une ponction de 2 artères fémorales. On avait mis un introducteur 6F à droite et 5F à gauche. On avait franchi facilement par voie rétrograde la CIV. Et on avait mis en place un guide de 0,135 d'échange. Vous voyez ici, c'est un introducteur long d'emplate 7F. Et on avait mis, dans ces cas-là, un dispositif de CIV musculaire de 12 mm. Dans sa partie centrale, les disques mesurent 20 mm. Dans l'angiographie, depuis les VG, il y a toujours, il y a la prothèse bien en place. On a largué la prothèse sans incident. Et à l'angiographie, après, un minime shunt résiduel. Ici, vous voyez le contrôle depuis après le largage. Et l'orthographie, avec l'établi, marche bien. Et voici les contrôles écho avant la sortie. Il y a un minime passage. Mais en général, bien. La dame, par contre, même s'il n'y avait pas de chute résiduelle, avait toujours après une HTAP importante et restait assez soufflé avec des signes droits. On n'a pas fait de suivi depuis 2012, donc je ne peux pas vous dire plus. Mais bon, en tout cas, comme conclusion, voilà, la CIV hétérogénique, une complication rare, mais évidemment grave. Le plus important, c'est mesurer correctement l'anneau, évaluer les calcifications et puis choisir une valve selon ses paramètres. Bien sûr, le valve auto-expansif minimise les risques. Et puis, enfin, à considérer toujours une fermeture percutanée, parce que ce sont des patients à haut risque déjà, opératoire. Voilà. Il y a des cas décrits avec les corvales. Commentaire à faire. Je suis sûr que le docteur Fraisse va nous dire des choses là. Oui, enfin, il y a effectivement, nous on avait publié un cas il y a 2 ans. Il y a effectivement, ça existe dans tous les types de valves. Moi, j'ai eu un après une Corvalve, un après une Edwards, donc c'est équitable. Et ce qui est intéressant dans ces CIV, c'est qu'elles sont très faciles à traverser parce qu'on suit le trajet naturel du traumatisme en quelque sorte. Donc en général, on passe un guide de l'aorte, puis on tombe directement dedans. Il n'y a pas besoin de faire de circuit. Et d'ailleurs, si on fait un circuit, la première fois, je fais un circuit, bon, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que c'est vrai que finalement, on tombe dedans et on est gêné par le feuillet de la tricuspide. Donc il faut les fermer exactement comme vous avez fait, et comme du coup, moi aussi j'ai fait par voie rétrograde. Alors des fois on arrive aussi par voie antérograde, et bon, c'est une technique qui marche bien. La seule chose qui est importante, c'est si le patient est très grand, on est un peu borderline par rapport à la gaine, donc il faut prévoir ça. Après il y a des gaines plus longues de 1 mètre, il faut anticiper ça, parce que si vous avez un type qui fait plus d'1m80 ou une femme, ça peut être, on n'arrive pas à descendre la gaine à cause de la boucle aortique. Tout à fait. Manuel, tu voulais dire quelque chose? Comment c'était le délai entre la procédure et l'apparition de la CIV? Et le diagnostic. Le diagnostic, oui. Dans le deuxième cas, il y a 2 ans. Et le premier cas, c'est 3 mois. Ça fait 3 mois. Je pense que ça s'est fait au moment de la procédure. C'est une érosion de la zone, je ne sais pas lesquelles. Très clair. Je ne sais pas si dans le... Probablement, oui. Mais alors, il y a un cas dans lequel c'était quand même très à distance de la partie basse de la valve. Hein. On avait l'impression, en tout cas. Je ne sais pas si, dans votre expérience, la découverte a été tardive ou immédiate. C'était aigu, d'accord. Ok. Parce que là, c'est des découvertes plutôt tardives.
à fait. Et finalement, là, dans le deuxième cas que vous avez cité, probablement l'HTAP multifactoriel, mais bon, déjà, s'il y a une HTAP conséquente, si on rajoute un shunt, Moi, l'expérience que j'ai une expérience qui est peut-être un peu différente, et la voie d'abord va dépendre aussi de l'endroit où se trouve la CIV. C'était une rupture par le guide qui avait été mis en place pour la TAVI. Donc la CIV était beaucoup plus basse et très à distance de... Vous l'avez fermé en percutané aussi? On l'a fermé en percutané. Alors comme c'était très précoce après le TAVI, j'ai décidé de ne pas passer à travers la horte, donc j'ai fait un transseptal. Juste un autre commentaire sur une fuite, c'était à Toulouse avant de faire celle qu'on a fait ensemble, mais c'était pas une fuite aiguë, c'était vraiment le lendemain de la TAVI que la CIV, mais c'était même déjà presque trop tard parce que le patient était en choc cardiogénique lorsqu'on m'a demandé de le prendre en charge. Et un message par contre, c'est qu'il faut toujours qu'il soit appareillé, probablement au décours de ce type de geste, parce que succès technique, on a mis j'ai mis la prothèse, c'était bien passé, et en fait il a fait un BAV complet sans échappement ventriculaire, et il est mort quelques heures plus tard en soins intensifs parce qu'il n'y avait pas de pacemaker. Donc je pense que si on a ce type de complications et qu'on a le temps au préalable soit de mettre une sonde d'entraînement, soit même de l'appareiller, en tout cas ça doit faire partie du bagage pour ce type de geste. Ok. dernière remarque, si vous cherchez à publier quelque chose sur le sujet, rien que dans cette salle, il y a de quoi faire puisque tout ce qui a été publié dans la littérature de l'impression. Donc si par exemple, j'ai envie de récupérer presque une dizaine de... Mais alors ce qui est probable aussi, c'est que, d'après ce que tu dis, il y a probablement des cas qu'on ne connaît pas et qui se sont mal finis, parce que là on parle de ceux finalement qui sont bien passés, mais c'est possible qu'il y en ait plus qu'on ne pense de ces CIV post-avis. Comment? On n'en parle pas, mais est-ce qu'on le dit? Ok.